qui veut la paix doit préparer la guerre. Mhm. Cette phrase de Végès, un auteur romain, ouvre le livre qu'on explore aujourd'hui. Stratégie. Les 33 lois de la guerre de Robert Greene. C'est vrai. Et d'emblée, ça pose une ambiance, non? On s'attend, je sais pas, à un manuel purement militaire. C'est tout le paradoxe, en fait. Le livre, il utilise le vocabulaire de la guerre, mais son vrai sujet, c'est la vie de tous les jours. Ah oui. Green part d'un constat qui est assez provocateur. Il dit qu'on nous éduque à l'harmonie, à la collaboration, mais que la réalité, c'est une lutte constante, En affaires, en politique. même dans nos relations. Il y a toujours des rapports de force, des conflits d'intérêts. C'est une sorte de guerre sociale. D'accord. Donc le but, ce n'est pas de devenir plus agressif, mais plutôt plus lucide. C'est ça. Et ce qui est fascinant, et c'est pour ça qu'on a voulu se concentrer là-dessus, c'est son point de départ. Hmm. Pour Green, toute stratégie efficace commence non pas par l'analyse de l'adversaire, mais par une introspection. La première partie s'appelle la guerre contre soi-même. Voilà. Tout commence par soi. Exactement. Avant de manœuvrer à l'extérieur, il faut maîtriser son propre esprit. Et pour ça, il pose 6 idées fondamentales qui vont nous guider. D'accord. La première, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, sans le brouillant des émotions. La deuxième, juger les gens sur leurs actes, pas leurs belles paroles. La troisième, qui est assez dure, je trouve, c'est de ne compter que sur soi-même. Oui, Puis, il y a cette opposition entre Arès, le dieu de la fureur, et Athéna. la déesse de la sagesse stratégique. Green nous dit de toujours préférer Athéna. Toujours. Et les deux dernières, elles sont cruciales. Savoir prendre du recul pour différencier la grande stratégie du simple coup tactique. Et enfin, le cœur du sujet. La plus grande bataille, c'est contre nos propres faiblesses. La confusion, l'indiscipline, la peur. Tout ça, Alors, commençons par cette guerre intérieure. Et la première loi, franchement, elle est déroutante. Pour se mettre en ordre de bataille, Green dit qu'il faut commencer par se désigner un ennemi. hmm, Ça semble complètement contre-productif. c'est la stratégie de la polarité. Et c'est moins une incitation à la haine qu'un outil psychologique. L'idée, c'est que sans un adversaire clair, on flotte un peu. On manque de direction. Manque de direction, d'urgence. L'ennemi, que ce soit une personne, une idée, une situation, il agit comme une étoile polaire. Il nous force à la clarté, il nous oblige à définir qui nous sommes, ce que nous voulons, et ça mobilise une énergie spectaculaire. Psychologiquement, ça se tient. Définir un «eux» permet de solidifier instantanément le «nous». Ça active une sorte d'instinct de groupe. C'est un levier très puissant. Et l'exemple historique qu'il utilise est incroyable. C'est l'histoire de Xénophone et des 10 000. On est en 401 avant notre ère. Voilà, 10 000 mercenaires grecs au cœur de l'Empire perse, à des milliers de kilomètres de chez eux. Leur employeur, Cyrus, vient d'être tué au combat. C'est la catastrophe absolue pour eux. Ils sont perdus, sans chef, sans but, encerclés. Et le nouveau roi de Perse leur promet un sauf-conduit, mais c'est un piège. Son général Tissaphernes invite tous les commandants grecs à un banquet. Pour soi-disant négocier. Et il les fait tous égorger. Terrible. À ce moment-là, le camp grec tombe dans le chaos. C'est le désespoir total. Les soldats se querellent, l'armée paralysée par la peur, la confusion. Et c'est là qu'intervient Xénophon. Qui n'est même pas un général à la base. C'est un philosophe, un disciple de Socrate. Exactement. Il était là en observateur. Et que fait-il? Il applique cette première idée de Green. Il s'efforce de voir les choses telles qu'elles sont, sans le filtre de la peur. Mhm. Il comprend que le vrai ennemi, à cet instant précis, ce n'est pas l'immense armée perse. C'est leur propre confusion mentale. C'est leur désespoir. C'est ça qui va les tuer. Il fait un diagnostic psychologique avant de faire un diagnostic militaire. Parfaitement. Il réunit les soldats, et son discours il est d'une clarté brutale. Il ne propose pas 20 solutions, il en propose une. Il leur dit « Fini de se plaindre, fini de débattre. Il n'y a qu'une seule chose à savoir. Les Perses nous ont trahis, ce sont nos ennemis mortels. Pas de négociation possible. Aucune. » Il leur dit « Ce sera nous ou eux. » Il polarise la situation à l'extrême. Et en faisant ça, il leur redonne un but unique, une raison de se battre qui transcende la peur. L'effet est immédiat. Cette armée en décomposition se ressoude. La polarisation leur redonne une discipline, une unité et une énergie créative folle. Ils cessent de se battre entre eux et ils réussissent l'exploit de traverser 2500 km de territoire hostile. L'ennemi leur a en quelque sorte sauvé la vie en leur donnant une raison de vivre. C'est exactement ça. Et c'est un exemple militaire, mais Green montre que ça s'applique aussi en politique. L'exemple de Margaret Thatcher est assez parlant. Ah oui? Elle arrive au pouvoir au Royaume-Uni en tant qu'outsider.
Une femme, d'un milieu modeste, dans un parti conservateur très aristocratique. Et au lieu de chercher à se faire accepter, de faire des compromis, Elle fait tout le contraire. Elle cherche la confrontation. Elle se définit en s'opposant frontalement à des ennemis très clairs. le socialisme, les syndicats. D'abord, qu'elle juge responsable du déclin du pays. Et ensuite, c'est plus subtil. Les modérés de son propre parti. Les ouettes, les poules mouillées comme elle les appelait. C'est ça. Avec un mépris assez... Mais cette stratégie de la polarisation, elle a un coût énorme, hein, non? Elle a profondément divisé la société britannique. Des cicatrices qui existent encore aujourd'hui, Green aborde ces dangers. Il ne les ignore pas, mais il analyse la stratégie pour ce qu'elle est. Un outil de pouvoir. Il soutient que pour Thatcher, cette polarisation, même si elle lui a tiré une haine féroce, Hmm, a été la clé de son succès. absolument. Ça a forgé son image de dame de fer, une femme de conviction courageuse. Face à des politiciens perçus comme maux, indécis, elle offrait de la clarté. Avoir des ennemis clairs rendait ses propres idées claires pour tout le monde, et ça a galvanisé sa base. D'accord. Donc, définir un ennemi, c'est une première étape. Pour canaliser son énergie, se donner une direction. Mais Hmm, un compas ne fait pas avancer le navire. non. Une fois le cap fixé, il faut s'assurer que le bateau avance à pleine vitesse, quitte à y mettre le feu soi-même. C'est exactement ça. Là, on passe à la vitesse supérieure. C'est la 4e loi du livre, la stratégie du dernier carré. Créer un sentiment d'urgence et de désespoir. Ça a l'air un peu masochiste dit comme ça. Ça peut le paraître, mais le principe de Green, c'est que notre penchant naturel, c'est la paresse, l'hésitation. On aime bien se garder des portes de sortie, des plans B. Toujours, on se dit au pied, je peux faire marche arrière. Voilà. Et pour Green, cette mentalité, c'est le plus grand obstacle à l'accomplissement. Pour atteindre son plein potentiel, il faut se mettre volontairement dans une situation où l'échec n'est plus une option. Où la seule issue est la victoire. C'est ça. Et l'exemple qu'il prend est l'un des plus radicaux et des plus célèbres de l'histoire. Hernando Cortés au Mexique. On est en 1519. Cortés débarque avec 500 hommes pour conquérir l'immense empire aztèque. Une mission qui paraît... Suicidaire. Et en plus, une partie de ces hommes veut faire demi-tour. Ils sont restés loyaux au gouverneur de Cuba qui en fait avait annulé sa mission. Le chaos. Cortés identifie tout de suite le problème psychologique. Et ce problème, il est aussi matériel. Ce sont ces navires ancrés dans le port. Tant qu'ils sont là, ils représentent une porte de sortie. Une sécurité psychologique. Exactement. L'esprit de ces hommes n'est pas tourné vers la conquête. Il est tourné vers l'arrière, vers Cuba. Le plan B les empêche de s'investir à fond dans le plan A. Et c'est là qu'il prend cette décision folle de saborder sa propre flotte. Il fait saborder ses navires en secret en prétendant qu'ils ont été rongés par des vers. La mutinerie gronde quand les hommes comprennent. Alors il les rassemble sur la plage. Et il leur tient un discours d'une honnêteté brutale. C'est ça, il leur avoue tout. Oui, il a coulé des navires. Et maintenant, il n'y a plus de retour possible. Leurs options sont simples. Conquérir cet empire ou mourir, probablement sur une pierre de sacrifice. La victoire ou la mort. Il leur impose la réalité. Il n'y a plus aucune échappatoire. Et c'est un coup de génie psychologique. Ce sentiment de désespoir total transforme une petite troupe divisée et hésitante en une force de combat d'une férocité inouïe. Il a concentré leur esprit sur un seul et unique objectif. En leur enlevant toute porte de sortie, il a aussi appliqué cette autre idée de Green, ne compter que sur soi-même. Il leur dit « Notre seule ressource maintenant, c'est nous, notre courage, notre ingéniosité. C'est une manœuvre externe, très concrète. Mais comment est-ce qu'on peut appliquer ce principe à un niveau plus personnel, sans avoir à couler les bateaux, quoi ?» ». Green montre que ce principe peut être totalement internalisé. Et il le fait avec une histoire encore plus intense, celle de l'écrivain Fédor Dostoïevski. D'accord. En 1849, jeune homme, il est arrêté pour activité politique, condamné à mort. Et la sentence doit être exécutée immédiatement. Oui. On le mène sur une place, à Saint-Pétersbourg, par un froid glacial. On lui lit sa sentence. On lui met la chemise blanche du condamné. Il voit les 3 premiers être attachés au poteau. Il entend les tambours. Compte avoir eu une révélation, une clarté fulgurante sur la valeur infinie de chaque seconde. Il se jure que s'il survit par miracle, il ne gaspillera plus jamais un seul instant. Et au tout dernier moment, Alors que les soldats vont tirer, un messager du tsar arrive. c'était une mise en scène. Une parodie d'exécution. Une parodie macabre, oui. Sa peine est commuée en travaux forcés. Pour Dostoïevski, c'est une renaissance. Il a littéralement regardé la mort en face. Et cette expérience va devenir le moteur de toute son œuvre.
Il va écrire avec une urgence, une frénésie. comme si chaque roman était véritablement le dernier. C'est terrifiant. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'il a ensuite cherché à recréer cette pression artificiellement. C'est ça qui est fascinant. Après sa libération, pour retrouver ce sentiment d'être au pied du mur, cette nécessité absolue, il se met volontairement dans des situations impossibles. Il devient un joueur compulsif. Et il s'endette jusqu'au cou. Il promet des manuscrits à ses éditeurs pour des dates irréalistes, juste pour avoir l'argent pour rembourser ses dettes de jeu. Il recrée son propre peloton d'exécution, mais un peloton en financier cette fois. C'est presque une addiction à l'urgence. Ce n'est évidemment pas un conseil de gestion de patrimoine, On est d'accord? mais ça montre jusqu'où il était prêt à aller. Green analyse ça comme une internalisation parfaite de la stratégie du dernier carré. Dostoïevski a transformé une confrontation avec la mort en carburant permanent pour sa créativité. Donc, si on rassemble les pièces, la vision de Green sur la stratégie personnelle est assez radicale. Ça commence par créer de la clarté en identifiant un adversaire, Ce qui nous donne une direction, puis ça continue en créant de la nécessité en supprimant toutes les issues de secours. ce qui nous force à avancer. C'est un processus en 2 temps, canaliser l'énergie, puis la rendre inéluctable. C'est ça? Il ne s'agit pas de devenir brutal ou irréfléchi, bien au contraire, il insiste sur la sagesse d'Athéna. Mais il s'agit de comprendre les leviers psychologiques qui nous poussent à l'action. La peur de l'échec, la peur de la mort. Au sens propre ou figuré, oui. Ce sont des freins terribles si on les subit passivement. Mais si on décide de les affronter, de se mettre volontairement face à elles deviennent un moteur d'une puissance extraordinaire. Finalement, ces histoires, ce ne sont pas des leçons d'histoire, mais des métaphores sur la manière de surmonter nos propres limitations, notre tendance à l'indécision, à la procrastination. Exactement. Il s'agit de canaliser l'énergie que la pression et le conflit génèrent plutôt que de la laisser nous paralyser. Green nous dit, en somme, arrêtez d'attendre que les circonstances vous forcent la main, créez vous-même les circonstances qui vous obligeront à donner le meilleur de vous-même. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, une question qui reste un peu en suspens. Notre culture actuelle valorise énormément la collaboration, le consensus, l'harmonie. On nous apprend à éviter le conflit. Hmm. Alors, quel est le risque d'ignorer complètement cette dimension stratégique et conflictuelle des relations humaines que décrit Green? Est-ce que rechercher la paix à tout prix est une forme de sagesse supérieure ou une forme de naïveté qui nous laisse totalement démunis face à ceux qui, eux, ont lu le manuel?